Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes toujours le 28 avril 2022. Je continue ma lecture du livre de Will Durant, Vie et doctrine des philosophes, dans la partie qu'il consacre à Platon. C'est la suite de la vidéo du même jour qui est le numéro 17. Voilà, donc c'est toujours une réflexion sur les politiques, sur comment trouver les meilleurs gestionnaires de la cité. Et donc, ça s'adapte complètement à ce que nous vivons. On peut en faire une réflexion sur notre propre façon de vivre 2400 ans plus tard. Parce que beaucoup de choses sont très proches et ont déjà été compris par Platon, ce grand philosophe. Donc voilà. Voilà pour l'incompétence. Ça se finissait comme ça, la partie précédente. Voilà pour l'incompétence. Alors, où il parle justement des dérives que peuvent avoir une démocratie, euh, le népotisme, etc. Euh, L'incompétence, en fait, des dirigeants. Quant à la coquinerie, on peut en garantir les gardiens en établissant parmi eux un système communiste. Ça, c'est Will Durant qui commente Platon. Et donc, moi qui commente cet ensemble-là, au profit de la mécanique universelle, le site que je développe et sur lequel j'essaie de démontrer par la logique que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, sa perfection, voilà. Euh, Ultime parce que nous sommes toujours parfaits au présent tout en étant perfectibles. Mais nous allons vers un espace où nous atteindrons le degré absolu de la perfection technique, la perfection écologique, la perfection morale, la perfection sociale, la perfection universelle, la perfection fraternelle, etc. L'homme ne sera plus un loup pour l'homme et il aura accès à, selon moi, donc, à l'extase facile. Et l'extase, c'est la fusion avec le principe divin. Voilà, c'est d'après mon analyse, c'est ce vers quoi nous nous dirigeons. J'explique sur la mécanique universelle, sur le site, pourquoi nous devons aller pourquoi nous nous dirigeons vers cette extase facile, cette béatitude, ce nirvana, cet état de sagesse absolue. Pourquoi nous allons vers cet état-là. Donc je continue la lecture. Là, c'est Platon qui lit. Je veux premièrement qu'aucun d'eux, donc les hommes politiques possibles, ne possèdent rien en propre, à moins que cela ne soit absolument nécessaire. Ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est clair qu'on aurait des hommes politiques extraordinaires s'ils ne touchaient aucun argent pour agir pour la démocratie, pour l'État, pour remplir leur rôle, que tout leur soit fourni, la nourriture, etc., les choses de base, mais que ça soit un véritable engagement dans la politique. Et s'il n'y avait pas de rémunération, ça ne changerait rien à l'engagement. Tous les chefs d'État que nous avons eus là, et ceux que nous avons actuellement, que ce soit Emmanuel Macron, Sarkozy, etc., tout, Hollande, et tous ceux qui font partie du gouvernement et qui ont fait partie des gouvernements, et depuis tout le temps, depuis, voilà, on peut citer De Gaulle qui n'avait aucun intérêt à ça, mais tous ces hommes politiques-là
feraient de la politique exactement pareil, même s'ils n'étaient pas payés. Comme d'ailleurs ceux qui passent à la télévision, les animateurs, etc. Euh, Ils sont surpayés, mais d'abord c'est totalement euh, injuste, quoi. Leur salaire, ils valent pas ça. Il y a aucune raison pour faire quelque chose qui leur plaît et qui, et en fait ils viennent soigner leur narcissisme, ils viennent voilà, c'est une thérapie pour eux, pour la plupart de ces gens-là. Et en plus, c'est une passion. Donc, ils le feraient pour quelques copecs et c'est tout. Et pour le gîte et le couvert, sans aucun problème. Donc, et pour les hommes politiques, c'est tout à fait clair et net. Parce qu'ils sont destinés à cela. Ils ont envie d'être aux commandes, ils ont envie de diriger et d'être au plus haut sommet. Voilà, ils ont les qualités pour. Celui qui arrive en haut, ceux qui se mettent en compétition, c'est pas n'importe quel psychisme. Il faut des psychismes bien particuliers. Et ils ne sont pas nombreux à avoir ce psychisme-là. Et donc, ça serait évidemment un moyen de leur enlever toute vénalité, toute, voilà, toute corruption possible. Et on aurait des hommes politiques bien meilleurs que ceux que nous avons actuellement, ça c'est clair. Donc il avait raison. Ensuite, qu'il n'ait ni maison, ni magasin, où tout le monde ne puisse entrer, que relativement à la nourriture indispensable à des guerriers sobres et courageux, il s'impose l'obligation de n'en recevoir des autres citoyens comme salaire de leur service, ni plus ni moins qu'il ne leur en faut pour les besoins de l'année. Moi, je découvre en même temps que je lis, hein, je n'ai pas lu avant cet ouvrage-là. Donc je découvre et j'amène mes commentaires. Et bien souvent, je me rends compte que ça anticipe un petit peu ce que je vais lire dans les secondes qui viennent. Qu'ils mangent à des tables communes et qu'ils vivent ensemble comme des guerriers au camp. Je veux aussi qu'on leur dise qu'ils ont dans leur âme quelque chose de divin et qu'ils n'ont pas besoin de ce qui vient des hommes. C'est ça aussi, tout à fait. Je pense que on pourrait valoriser ces hommes politiques, mais pas les gargariser, pas leur donner ce qu'ils ont actuellement, c'est-à-dire une cour avec des gens qui sont autour d'eux et qui réclament des choses et qui donc font des courbettes et les adulent, etc. Et qui en fait font grossir leur narcissisme et leur éloignement du peuple. En réalité, cette cour élitiste les éloigne de leur vocation. Et c'est une catastrophe en fait. Mais que par contre, que le peuple leur dise on vous remercie, merci pour ce que vous faites. Voilà, ça veut dire qu'ils se comportent correctement et qu'ils soient valorisés comme on valorisait dans le temps et peut-être encore maintenant les parents d'élèves valorisent les professeurs. Merci, ce que vous faites, c'est très important pour nos enfants. Voilà, enfin, de les remercier, de valoriser leur fonction, leur action, etc. Et en faisant ça, c'est clair qu'ils auraient, et on pourrait faire ça aussi avec les oligarques, avec les grands patrons d'industrie, dans la mesure où ils nous permettent de faire ça, où ils nous permettraient de faire ça. Évidemment que s'ils gagnent 300 000 euros par mois ou des millions comme ça par rapport à leurs ouvriers, il n'y a plus aucun respect qui peut s'établir.
parce qu'on a enlevé, on a cassé le système du respect. Alors que si on pouvait valoriser ces riches en leur disant, voilà, vos actes quand ils font des actes généreux, etc., quand ils partagent, quand ils aident, quand ils soutiennent des causes, etc., qu'on puisse les valoriser, ça serait la meilleure chose, plutôt que de les contester comme nous le faisons, de les critiquer comme nous le faisons. Et on les critique parce qu'ils ont instauré quelque chose d'injuste. C'est ça le problème. Ils ne se comportent pas suffisamment de façon éthique pour qu'on puisse les valoriser. Eux, ils perdent et le peuple, il perd. Parce qu'en fait, en les valorisant, ça leur donnerait encore... À un certain moment, il y a quelques décennies avant la mécanique universelle, je me disais pourquoi on ne ferait pas des émissions de télévision où on mettrait ça serait une petite compétition entre les riches pour savoir ce qu'ils soutiennent, ce qu'ils sponsorisent, etc. On mettrait des choses à sponsoriser, à soutenir, et le public qui les voilà, qui les applaudit en fait, et qui les soutiennent, et qui, voilà, un tel a fait des dons, le plus généreux des donateurs, c'est un tel, etc. Comme on, on peut aux États-Unis, il y a quelques milliardaires qui ont réclamé à l'État d'être plus taxés que ce qu'ils le sont. Ben, forcément, le peuple a dû trouver ça très intéressant et les a sans doute congratulés. Voilà. Donc, qu'ils mangent à des tables ne viennent des hommes et qu'ils n'ont pas besoin de ce qui vient des hommes, que la religion ne permet pas de souiller la possession du métal divin par l'alliage du métal humain. Alors le métal, c'est la symbolique que Platon utilisait dans l'éducation, dans la compétition pour choisir les meilleurs. Il y a ceux qui arrivent à devenir de l'or, ceux qui sont de l'argent, ceux qui sont du fer, de l'airain, etc. Voilà. Et donc, les enfants qui sont détectés et qui montent progressivement, deviennent des adultes et arrivent à passer, à devenir, à incarner des, des hommes en or, donc capables d'être aux commandes de la cité, donc du pays, etc., etc. Voilà, c'est comme ça que c'est pour ça qu'il parle d'or, des guerriers. Je veux qu'on leur dise qu'ils ont dans leur âme quelque chose de divin et qu'ils n'ont pas besoin donc de ce qui vient des hommes. La possession du métal divin par l'alliage du métal humain, que celui qu'ils possèdent en eux est pur, tandis que celui qui circule parmi les hommes a été profané par de nombreuses impiétés. Qu'ainsi, entre tous les citoyens, ils sont les seuls à qui il n'est pas permis de manier, ni même de toucher l'or ou l'argent, d'habiter sous le même toit avec ces métaux, d'en couvrir leurs vêtements et de boire dans des coupes d'or ou d'argent. Et c'est exactement les travers que la démocratie progressivement s'est corrompue, et pour être plongée dans la corruption depuis le néolibéralisme, depuis 40 ans, depuis que le communisme est tombé, le libéralisme il est rentré dans une toute-puissance et il s'est corrompu à cause de cette toute-puissance. Et effectivement, là, on est, voilà, si tu n'as pas une Rolex au poignet, tu as loupé ta vie. Et c'est la pensée de ces hommes politiques. Ils sont, voilà, on n'en trouve pas des hommes politiques dans nos démocraties actuelles comme on pourrait les trouver. Il y a un chef d'État en Amérique latine qui vit avec sa propre retraite. Enfin, c'est le symbole même d'un chef d'État qui a lu Platon, quoi, qui a compris, et qui a vécu une vie de passion
voilà, qui a compris que son œuvre, elle prédominait tout le reste, et que le reste l'encombrait. Et donc nos hommes politiques sont encombrés d'esthétique, de, de, de costumes, de voitures, de ci, de ça, de plaisir, etc., etc. Ils sont encombrés de tout ça. Ils ne peuvent pas être des très bons hommes politiques à cause de cela. Que c'est l'unique moyen d'assurer leur salut et celui de l'État. Que dès qu'ils auront en propre des terres, des maisons, de l'argent, alors, de gardiens qu'ils sont, ils deviendront économes et laboureurs, de défenseurs de l'État. Et c'est le dernier, c'est la dernière hiérarchie, les laboureurs, les paysans, les, les marchands, etc., dans l'esprit de Platon. De défenseurs de l'État, ses ennemis et ses tyrans, qu'ils passeront leur vie à se haïr mutuellement, à se dresser des embûches les uns aux autres, qu'ils auront plus à craindre des ennemis du dedans que de ceux du dehors, et qu'ils courront à grands pas vers leur ruine, eux et la République. Et c'est ce qui se passe. Voilà, ils se dressent des embûches les uns les autres, et là c'est caractéristique avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui est la guerre entre l'Amérique et la Russie en réalité, l'Amérique et la Russie et la Chine, même si la Chine ne s'est pas mise dans la bataille pour l'instant. Mais enfin, c'est ça qui se joue. Et en réalité, c'est parce qu'ils n'ont pas le sens de leur action, ces hommes politiques, qu'ils sont rentrés dans quelque chose d'aussi pathétique, parce qu'on a vraiment autre chose à faire. On était en train de sortir de ce genre de choses. On a un problème écologique énorme. On avait un chantier, on a un chantier, l'humanité a un chantier pour aller vers le salaire universel, vers tout un tas de choses. C'était magnifique en fait ce qui pouvait être fait. Mais cette démocratie s'est corrompue avec le néolibéralisme, et pour en arriver à ces hommes qui, sur leur pulsion, inconscients, Biden d'un côté et Poutine de l'autre, et voilà, qui vont planter le chaos dans l'humanité, parce qu'en fait c'est bien ces deux représentants de leur propre faucon, hein, parce qu'ils ne sont pas, voilà, uniques, mais enfin ils sont la quintessence de leur faucon, qui les ont poussés à ça, qui les ont poussés à se titiller d'abord, et puis jusqu'à se provoquer, jusqu'à se conduire à la guerre. Voilà. Ces ennemis, qu'ils passeront leur vie à se haïr, etc. Des ennemis du dedans, etc. Et là, c'est la fin de ce qui a été dit de ce qu'a dit Platon. Là, ce qui est repris, c'est Will Durand. Avec ce régime, il sera sans profit, aussi bien que dangereux pour les gardiens, de gouverner comme une coterie qui recherche son intérêt plutôt que le bien de la communauté. Ils seront à l'abri du besoin. Le nécessaire et le modeste confort d'une existence décente leur seront assurés sans qu'ils aient à connaître les desséchants et accablants ennuis de la vie matérielle. C'est ce qu'on fait avec eux, d'une certaine façon. Ils sont payés, le chef d'État est payé, les ministres sont payés, etc. Mais ils sont trop richement payés, trop grassement payés en somme. Ça donne de l'attractivité à une fonction qui ne doit pas avoir d'autre attractivité que le bien public, que le service public, que le peuple qu'ils vont servir. Et donc, ça abîme un petit peu leur
leur vocation. Ça en fait de plus mauvais chefs d'État, ministres, etc., que ce qu'ils auraient pu être. Voilà mon point de vue. Euh, Par ce gage, ils seront garantis de la cupidité et des ambitions sordides. Ils seront comme des médecins qui prescriraient pour la cité un régime qu'ils accepteraient eux-mêmes. Ils prendront leur repas en commun, comme des hommes consacrés. Ils dormiront dans des baraquements séparés. Bon, ça sera un peu dur de faire dormir tout ce beau monde dans, les, dans, une, dans un baraquement de l'Élysée. Voilà, mais bon, il y a des choses qui nous paraissent excessives, mais parce que la vie à l'époque euh, n'était pas la même que maintenant. Ils n'ont pas les mêmes. Voilà, le luxe, ils n'ont pas Versailles, ils n'ont pas l'Élysée. Hein, ils n'avaient pas ce genre de choses. Et donc c'est une sorte de dégradation, ce tapage, ce luxe. Oui, alors ça nous a servi, il y a les ordres de la République, ils ont été un petit peu importants pendant des décennies pour épater un peu tous les chefs d'État qui venaient, quand nous avions une place, dans les 3, 4, 5 premiers du monde. Ce qui n'est plus le cas, justement, parce qu'on s'est dégradé humainement et on a dégradé les fondements de notre pays, qui avait été bien posé justement par des hommes comme De Gaulle, etc. Et en déviant, en oligarchisant, en faisant monter les narcissiques plutôt que les égocentriques, ceux qui sont fiers d'eux-mêmes, mais sans se croire supérieurs à ce qu'ils sont, en étant juste conscients de leur potentiel. Voilà, ça c'est l'égocentrisme. Et où ça serait, voilà, le narcissisme, c'est celui qui se croit supérieur que ce qu'il est. Donc qui en fait s'abuse lui-même. Et donc qui font des mauvais chefs d'État, bien sûr. Plus il y a du narcissisme, moins il y a des aptitudes à gouverner pour le peuple. Gouverner pour autre chose, pour les oligarques, etc. C'est oui, mais pas pour le peuple. Donc, les amis doivent avoir tout en commun, selon le mot que répétait Pythagore. Ainsi, l'autorité des gardiens sera sans danger et leur pouvoir inoffensif. Leur seule récompense sera l'honneur et le sentiment de rendre service à la communauté. Exactement, c'est ce que je pense. Ce sont des hommes qui, dès le principe, auront consenti à une carrière dont les avantages matériels sont très limités. Il faut consentir à ça. Ce choix leur donnerait une âme extraordinaire, parce que celui qui choisirait et qui consentirait à cette vie un peu spartiate, ça serait des états d'âme extraordinaires. À une carrière dont les avantages matériels sont très limités, des hommes qui, à la fin de leur austère éducation, auront appris à estimer le haut prestige de l'homme d'État plus que les gras émoluments des politiciens en quête de charge et les profits de l'homme d'affaires. À leur avènement au pouvoir, les luttes entre partis politiques cesseront. Bien sûr, parce qu'à ce moment-là, il n'y aurait pas d'opposition. Il n'y aurait pas une quête de prendre le pouvoir. Il y aurait une opposition, mais une opposition constructive. Une opposition qui ne critique pas pour critiquer, pour prendre la place, pour affaiblir l'autre. Parce que l'autre, en fait, il n'est pas monté à la gouvernance
pour jouir des pouvoirs, pour jouir de la richesse, pour jouir de tout un tas de choses, mais au contraire pour agir pour le peuple. Et comme les oppositions sont dans le même état d'esprit, ils soutiennent ce qui est bien et ils critiquent ce qui leur paraît injuste. Et donc on n'aurait pas la violence que nous avons actuellement et qui est liée à la quête du pouvoir, quoi, et à l'état, voilà, et au fait que ce sont des narcissiques qui montent, qui prennent le pouvoir et que les égocentriques sont écartés, ils vont faire autre chose, ils refusent d'être dans cette compétition qui est sauvage, qui est bonne que pour les narcissiques, pour les tueurs, quoi, d'une certaine façon. Et les autres, ils font 3-4%, ils y sont pas, ou alors ils abandonnent la politique parce que c'est trop violent quand c'est le narcissisme qui est à la manœuvre. Et c'est ce qui se passe actuellement. Mais de tout cela, que diront les femmes? Point d'interrogation. Renonceront-elles volontiers au luxe et aux dépenses étalées? Leurs femmes, quoi. Hein, les gardiens n'auront pas de femmes. Ben, c'est très simple. Voilà, à ce moment-là, il est assez carré quand même. Hein. Bon, mais pourquoi pas? C'est celui qui a vraiment envie de s'engager en politique. Je suis certain qu'il, si c'est son but, quand il a 17, 18 ans, je ne sais pas, quand la vocation lui prend, eh ben, il est prêt au sacerdoce pour ça. Il est prêt à abandonner les choses comme un prêtre, voilà, décide de ce choix de vie, comme un moine tibétain, etc. Voilà, celui qui a vraiment la vocation. Et pourquoi pas? Bon, voilà. Après, c'est pas ce que je préconiserais. Euh, voilà, je n'ai pas de. Et ni les dortoirs, ni. On aurait du mal à imaginer quelque chose comme ça. Leur communisme s'étendra aux femmes comme aux biens. Alors, Will Durant a écrit ce livre dans les années 20, je pense, un petit peu 20-30. C'est un Américain, il était en Europe pendant cette période de la montée des fascismes et des dictatures, qu'elles soient celles du prolétariat ou celles des, du nazisme et du fascisme. Et donc, il connaissait déjà le communisme. Il y avait déjà le communisme avait 17, 20, il avait quelques années. Alors il n'était pas dans une allure de croisière. Il commençait la Russie, l'URSS, elle était peut-être pas encore formée d'ailleurs. La Russie donc sortait à peine de la pauvreté absolue et les choses commençaient à s'organiser. C'était peut-être encore la guerre, mais voilà les idées communistes qui avaient été diffusées par le marxisme et par toutes ces pensées de gauche, hein, les Fourier, etc., tous ces grands révolutionnaires entre 1840 et 1900 et quelques, le, les mouvements syndicaux, enfin tout le monde ouvrier et la philosophie commençait vraiment à changer. Là, il y avait un désir d'égalité, un désir de changer l'ordre des choses. Et c'est une des plus grandes révolutions finalement. Passer de l'Empire, voilà, la Révolution française, ça a été un choc révolutionnaire, une révolution, un progrès incroyable, même si ça a engendré aussi catastrophe, une violence, une cruauté, etc. Mais enfin, ça a propulsé des idées à une allure grand V. Et après, on revient sur d'abord un empire, puis après des rois qui se repositionnent. Et à partir de là,
euh, des philosophes commencent à penser, des penseurs commencent à penser contre les injustices, contre ce que l'industrie naissante est en train de faire subir aux ouvriers, etc. etc. Voilà. Euh, Ils seront affranchis non seulement de l'égoïsme personnel, mais encore de l'égoïsme familial. Ils ne seront pas contraints par les soucis d'argent qui tenaillent l'homme marié. Ils se dévoueront non à une femme, mais à la communauté. Même leurs enfants ne seront pas considérés comme leurs. Tous les enfants des gardiens seront enlevés à leur mère dès la naissance et élevés en commun. Leur parentage particulier disparaîtra dans la masse. C'est vraiment, c'est vraiment excessif, parce que même Marx n'a jamais pu imaginer ça. Même les fondateurs des phalanstères n'ont jamais été dans quelque chose d'aussi poussé. Bon, il faut remettre ça en perspective, parce qu'il y a des gens qui regardent ces pensées-là de Platon et en font un dictateur, etc. Bon, c'est très excessif, mais voilà, ça correspond à une époque, etc. Et évidemment, on ne peut pas préconiser ça. Leur parentage particulier disparaîtra dans la masse. Toutes les mères d'enfants de gardiens s'occuperont de tous les enfants à la fois. La fraternité humaine, dans ces conditions, ne sera plus un vain mot, mais un fait. Tout garçon sera le frère des autres garçons, toute fille la sœur des autres filles. Tout homme sera un père et toute femme une mère. Mais c'est une société idéale. Et je pense que Platon, non seulement c'est un visionnaire extraordinaire, et il faut quand même le faire, d'être connu aujourd'hui, voilà, il y a 7 milliards d'êtres humains, il y en a peut-être 5 milliards qui savent qui est Platon, et la génération précédente aussi, et la décennie d'avant aussi, et le siècle d'avant aussi, et etc., etc. Combien d'êtres humains ce Platon a éclairé? C'est hallucinant. Et c'est pas pour rien, quoi, qui traverse les siècles, que rien ne meurt en lui, quoi. Ce type de pensée est tellement extraordinaire que voilà, quand on parle des immortels, ben, c'est loin d'être les académiciens, hein. C'est des Platon, c'est des Spinoza, c'est des Saint-Augustin, c'est des gens qui arrivent à traverser comme ça des millénaires. C'est tout simplement incroyable. Parce que c'est Platon qu'on connaît. Périclès, bien des gens le connaissent, bien sûr, ou Aristophane, etc. Mais sans équivalent avec un Platon qui était d'une avant-garde extraordinaire quand on lit ce qu'il préconise, ce qu'il pense. Voilà. Et je pense qu'il va plus loin que ça. Selon ma théorie, l'humanité va vers sa perfection, l'extase. J'imagine ça dans quelques siècles. Je pense qu'on atteindra cet état-là dans quelques siècles. Il faudra encore 3, 4, 5, 600 ans, je ne sais pas, pour atteindre cet état-là. Mais on l'atteindra. Et quand on aura atteint cet état, je pense que ce que préconisait Platon, ça sera valable pour les êtres humains. Les enfants seront, si on atteint un degré où l'homme ne sera plus un loup pour l'homme, plus aucun homme ne sera un loup pour l'homme, parce que la psychologie, les soins, etc., l'éducation feront qu'un enfant sera doux avec tout le monde, de partout sur la planète. Il n'y aura plus de criminels, de violences, de choses comme ça. Donc on aura
atteint cet état-là, on aura dépassé les frontières, les appartenances, etc. On sera universalisé, on appartiendra tous à la même humanité, on aura réglé les problèmes écologiques, les problèmes démographiques, bon bref, les problèmes, voilà, les hommes seront des, les êtres humains seront des nomades partout où ils auront le gîte, le couvert, tout sera commun et les enfants seront communs et très possiblement. Mais voilà, comment peut-on imaginer clairement ce que sera cet état-là comment on vivra dans 500-600 ans quand on se réfère à 500-600 ans en arrière. Il est très possible qu'on ait atteint un degré où on n'a plus ces contingences que nous rencontrons aujourd'hui encore. Les gardiens en courtiseront sans doute quelques-unes. Mais d'où viendront ces femmes? Alors attendez. Toutes les mères d'enfants de gardiens s'occuperont de tous les enfants à la fois. La fraternité humaine dans ces conditions ne sera pas un vain mot, mais un fait. Tout garçon sera le frère des autres garçons, toute fille la sœur des autres filles, tout homme sera un père, et toute femme une mère. Mais d'où viendront ces femmes? Les gardiens en courtiseront sans doute quelques-unes de la classe industrielle ou de la classe des guerriers. D'autres femmes seront devenues de plein droit membres de la classe des gardiens. Ah, ben voilà. Donc les gardiens, c'est les politiques, c'est ceux qui sont en or. Et ben donc Platon fait une place aux femmes. Bon, il dit quelques-unes, d'autres femmes seront devenues de plein droit membres de la classe des gardiens. Donc il était totalement pour l'égalité. C'est pour ça qu'il est extraordinaire. Mais il faut penser que les Grecs étaient extraordinaires. La pensée grecque, elle était déjà chaude, comme on pourrait le dire. C'est inimaginable, quoi, de voir un petit peu comment pensaient ces êtres humains, les, les Socrates et les sophistes. La pensée des sophistes est incroyable, même si on a très peu de choses d'eux encore qui restent, mais le peu qu'on a, c'est vraiment c'est pointu, quoi. Donc je pense que la cité d'Athènes, le monde hellénique, il était déjà dans un état assez incroyable. Donc ces femmes, membres de la classe des gardiens, car dans cette communauté, il ne doit plus y avoir de barrière entre sexes, surtout dans le domaine de l'éducation. Les filles subiront les mêmes épreuves intellectuelles que les garçons et auront la même chance de parvenir aux plus hautes situations de l'État. Lorsque Glaucon objecte que cette admission des femmes à n'importe quel emploi pourvu qu'elle ait subi avec succès les examens préalables, viole le principe de la division du travail, on lui répond vivement, c'est Platon qui lui répond vivement, que la division du travail doit se faire suivant les aptitudes et la capacité, et non suivant le sexe. Et on sait maintenant que à certaines places, les femmes sont plus adroites, plus habiles que d'autres, comme dans certains sports, les gauchers sont plus avantagés que les droitiers, etc. etc. Voilà. Et donc, c'est incroyable de penser ça il y a 2400 ans. Si une femme se montre apte à la gestion des affaires publiques, qu'on la lui confie. Si un homme ne se révèle capable que de laver la vaisselle, qu'il remplisse la fonction à laquelle la Providence l'a destiné. Incroyable Platon. Communauté des femmes ne signifie pas accouplement au hasard. Bien au contraire, tous les rapports sexuels seront soumis à une étroite surveillance en vue d'assurer de beaux enfants. Bon, là, on tombe dans l'excès que, que le nazisme, malheureusement, reprendra plus tard. Et c'est une horreur, mais bon, voilà, c'était avec des mauvaises intentions. Et voilà, Platon, c'était avec
de bonnes intentions sans doute. Simplement, je pense qu'une société athénienne qui aurait tenté d'incarner la philosophie de Platon à ce sujet-là, se serait rendu compte que c'était pas viable, etc. Voilà, ce qui était viable ou ce qui ne l'était pas. L'argument tiré de l'élevage des animaux se donne ici libre carrière. Si nous obtenons de si bons résultats dans l'élevage des animaux sélectionnés pour telle qualité que l'on désire, et en n'élevant que les meilleurs produits de chaque génération, pourquoi n'obtiendrons-nous pas les mêmes résultats dans les accouplements humains? Point d'interrogation. Donc, il y avait déjà la technique de l'élevage et de la sophistication des races animales à cette époque-là. Ben, je l'apprends. Car il ne suffit pas de donner à l'enfant une éducation appropriée, encore faut-il qu'il soit né dans de bonnes conditions, d'ascendance saine et sélectionnée. Voilà, ça c'est quand même extrêmement tendancieux. L'éducation doit commencer avant la naissance. C'est écrit dans les lois 789. Par conséquent, aucun homme ni aucune femme ne devront procréer s'ils ne sont en parfaite santé. Un certificat de santé devra être exigé de l'un et de l'autre époux. Les hommes ne peuvent engendrer qu'au-dessus de 30 ans et au-dessous de 55. Les femmes seulement au-dessus de 20 ans, au-dessous de 40. Bon, c'était à 40 ans et demi, la pauvre, voilà, ben, il y en a un paquet. Moi, je ne serais pas né déjà, voilà. Je ne serais pas né. Je crois que ma mère avait 45 ans à l'époque. Quasiment. Oui, je crois. Donc, voilà. Et bon, je ne sais pas si ça aurait été un grand mal pour l'humanité, mais en tout cas, je n'aurais pas fait partie de ce monde hellénique. Les hommes non mariés à 35 ans doivent payer une amende qui varie selon leur classe. Bon, je vais arrêter là, parce que j'ai déjà fait 40 minutes, ça fait beaucoup. Je pense que la plupart ont décroché dès les 2 ou 3 premières minutes. Et si quelqu'un est arrivé à entendre ça, à mon avis, personne n'a entendu mes vidéos jusqu'à la fin. D'ailleurs, ces vidéos, dans mon esprit, elles sont destinées à plus tard. Voilà, comme Nietzsche, j'écris pour plus tard, quoi. Voilà, pour plus tard. Et je doute, j'aimerais bien savoir si quelqu'un arrive à cet endroit, entend ça, qu'il mette un petit commentaire, j'aimerais bien savoir. Tiens, voilà. Ah, si j'avais de l'argent, si j'étais riche, je ferais j'offrirais un cadeau. Bon, je peux offrir un petit truc basique, mais j'aimerais bien, tiens, savoir ça. Voilà. Bon, c'est juste par curiosité. Mais, et je ne sais pas pourquoi je fais ces vidéos. Elles sont très peu écoutées pour l'instant. Mais bon, voilà, je sais qu'il faut que je le fasse. Comme, voilà, ben, pour reprendre Nietzsche, il tirait peut-être à 100 exemplaires ou 200. Et, mais il était conscient qu'il travaillait pour quelque chose de plus élevé que ça, au-dessus de tout ça. Donc, ben, c'est un petit peu la conviction que j'ai au fond et qui me sert. Alors peut-être elle est fausse, peut-être que c'est pas du tout ce qui va se passer, mais et que personne ne lira jamais ou écoutera mon travail. Mais il y a un moteur qui nous oblige à le faire. Voilà, et on se sent satisfait quand dans une journée j'ai fait une vidéo minimum, au moins corrigé quelques petites choses, etc., écrit quelques trucs. Voilà, ma journée est remplie, je sais que j'ai fait ce que je devais y faire. Et quand je ne le fais pas, je suis
mal, je me sens mal, je ne sais pas pourquoi. J'ai un sentiment de culpabilité. C'est très étonnant tout ça. Voilà. À très bientôt. Merci de votre écoute. À vous les 2 millions de personnes qui viennent de m'entendre. À bientôt. Au revoir, toi.